Est-ce qu'on pourrait voir le prix du Bitcoin à 700 000 dès cette année? Le grand patron de BlackRock, Larry Fink, s'est prononcé là-dessus cette semaine. On s'en va écouter ça. If you're frightened of your debasement of your currency or you're frightened of your economic or political stability of your country, you could have an internationally based instrument called Bitcoin that will overcome those local fears. And so I'm a big believer in the utilization of that as an instrument. And so if that becomes true, the question is, could you see a 2 or 5% allocation? I was with a sovereign wealth fund during this week, and that was the conversation. Should we have a 2% allocation? Should we have a 5% allocation? If everybody adopted that conversation, but it would be 500,000, 600,000, 700,000 per Bitcoin. 500 000, 600 000, 700 000 dollars par Bitcoin si seulement les gens avaient la conversation d'en allouer 2 à 5% de leur portfolio d'investissement. C'est de la grosse prédiction. De la grosse prédiction, puis j'ai un graphique, Sam, qui va venir backer ça, parce que Larry Fink, CEO de BlackRock, c'est pas un 2 de pique quand même, c'est le plus grand gestionnaire d'actifs du monde. Il y a pas, c'est pas des paroles en l'air, il y a de la recherche qui est derrière ça, malgré tout. Puis je vais vous montrer un rapport qu'ils ont pondu en 2024, BlackRock, qui démontre un peu déjà le lien que Bitcoin a, même si on est dans un environnement d'incertitude économique. C'est ce qu'il dit. Si on a peur de notre monnaie, si on a peur de notre situation géopolitique, ben Bitcoin pourrait être une solution, puis on pourrait voir son prix augmenter. C'est un rapport qu'ils ont pondu en 2024 qui démontre déjà des exemples de risques économiques puis de risques géopolitiques qui se sont passés dans le passé. Comment Bitcoin a réagi? On a la guerre en Russie, le conflit Ukraine-Russie qui a commencé en 2022. Puis dans les 60 jours qui ont suivi, Bitcoin a eu une correction quand la nouvelle de ce conflit-là est tombée. Mais les 60 jours qui ont suivi, Bitcoin a eu un rebond de 15% sur ces 60 journées-là. Puis aujourd'hui, il est peut-être au-dessus de 100% de son prix depuis le début du conflit. Puis on se souvient aussi, en 2023, il y a eu une crise régionale bancaire américaine. Ouais. Il y a une banque qui a fait faillite qui s'appelle la SVB, puis il y avait de la pression sur le système bancaire américain. Et Bitcoin, sur 60 jours, a aussi augmenté de 32% suite à cette nouvelle-là. Fait que c'est des choses que, techniquement, ça devrait faire peur au marché, si tu veux. Ça devrait faire peur aux investisseurs. Mais même dans un environnement comme ça, d'incertitude, ben Bitcoin a performé, tu sais. Ah ouais. Mais ce que tu dis, en fait, ça me fait penser un peu à l'or, puis le rôle que ça jouait quand il y avait de l'incertitude économique. Mm-hmm. Tu sais, dans le temps, l'or, ça jouait ce rôle-là. Puis c'est ce que tu montres, c'est exactement ça, là. Ouais, exactement. Puis ça m'apporte à te montrer un graphique qui est, à mon avis, un des graphiques qui est les plus bullish sur le Bitcoin, le plus optimiste, mais qui est en même temps celui-là qui est le moins bien compris dans tous les graphiques qu'on peut voir sur le Bitcoin. Puis je te partage ça. C'est Jesse Myers sur X qui l'a conçu, où est-ce qu'il a mesuré toute la valeur dans le monde qui existe, ok? N'importe quel type d'actif que nous, comme êtres humains, on trouve désirable, qu'on veut acquérir pour leur propriété de préservation de valeur, si tu veux. On a l'immobilier, on a les obligations, on a qui est la dette, dans le fond, de l'argent, des équités, des actions, de l'or, l'or d'items de collection, etc. Ou est-ce que c'est un marché qui totalise 900 trillions de dollars, ou en français billions de dollars, donc c'est 900 000 milliards. Il y a énormément de valeur dans le monde, c'est ce que ça veut dire. Fait que ça, puis, c'est un peu tout l'argent qu'il y a dans le monde en ce moment, c'est divisé dans ces catégories-là. Exactement, c'est exactement ça. Puis ce que Larry Fink disait d'entrée de jeu, si les gens avaient la conversation d'avoir 2 à 5% d'allocation en Bitcoin, ben ça serait en théorie 2 à 5% de cette grosse tarte-là. Si Bitcoin représente 2 à 5% de toute cette classe d'actifs-là, ben on pourrait effectivement avoir un Bitcoin à 500, 600, 700 000 $. Juste si Bitcoin se rendrait à 9 trillions de dollars,
ce qui serait 1% de tout ça, Bitcoin serait déjà autour de 500 000 américains en dollars d'aujourd'hui. Hey, puis je te parlais, là je vois l'or qui est à 16 trillions Ouais. ou 16 billions en français. Mhm. Mais juste si ça va prendre un peu du marché de l'or, c'est pas long que ça arrive dans Dans ce dans ces range-là. prix-là, là. Exactement. Ah oui. Puis les gens, souvent les débutants, tu sais, ils s'imaginent pas, ils sont toujours surpris du prix du Bitcoin. Ils regardent ça aujourd'hui, en dollars canadiens, on est à pas loin de 150 000 quand on a enregistré cet épisode-là. Puis ils se disent, ça n'a pas de bon sens, il est trop cher. Ça a toujours l'air trop cher. Mais si on voit en perspective, Bitcoin représente quoi aujourd'hui dans tout ce marché-là de préservation de capital? Ben, c'est pas grand-chose. Non, non, c'est pas grand-chose. Ça pourrait augmenter. Puis là, je reviens aux vidéos belges qu'on vient de voir, mais Mhm. tu sais, je l'ai écouté au complet, le vidéo. C'est à peu près 25 minutes. C'est une entrevue qui, à la base, c'était sur l'investissement des infrastructures d'intelligence artificielle. OK. Puis la conversation a comme tranquillement shifté, tu sais, autour de la crypto, là, quel rôle ça pourrait avoir Mhm. au sein de l'intelligence artificielle, dans le fond. Mhm. Puis là, t'as Larry Fink qui s'est un peu emporté parce que, tu sais, le Bitcoin n'était pas vraiment discuté, mais on dirait que, tu sais, lui, il avait pas un discours favorable vraiment. Tu peux me le dire si je me trompe, là, mais je pense Mhm. pas qu'il y avait un discours favorable à Bitcoin dans le temps. Je pense qu'il Larry était Fink? assez... Ouais, Larry Fink, je pense qu'il était un peu sceptique Ouais. à tout ça. Depuis l'arrivée des FNB aux États-Unis, que il y a eu un switch quand même parce que maintenant BlackRock vend un produit. Tu sais. Ben, c'est ça, ils vendent un Ouais. produit, puis je pense que c'est lui qui a poussé ça un peu. Mais tu sais, pour revenir à ce que Larry Fink disait, malgré un climat d'incertitude économique, tu sais, on peut être les premiers à penser que dans ce genre d'environnement-là, ben des actifs comme Bitcoin pourraient pas très bien performer. Non seulement on a des exemples dans le passé qu'il a dépassé les attentes qu'on avait envers lui, on peut dire. Mhm. Mais des incertitudes économiques, c'est pas ça qui manque en ce moment. Et ça, mon Sam, tu en es très bien au courant. Les tarifs de Monsieur Trump, Ben oui. qu'on peut parler d'incertitudes économiques, je pense que toutes les nations à travers le monde sont un peu là, savent pas trop ce qui va se passer avec Monsieur Trump, qui est un négociateur assez spécial, de comment qui veut aller chercher du plus pour les États-Unis, on peut dire. Ben avec tous Fait les tarifs qu'il veut... Ben c'est ça. avec tous les tarifs qu'il veut imposer à gauche, à droite, là, ça nous touche aussi particulièrement au Canada, je pense. Exactement. Donc ça va être un autre test pour le Bitcoin de voir comment il va réagir dans ce nouvel environnement-là. Puis ça va être vraiment la prochaine année qui va nous dire qu'est-ce qui va en suivre. Mais c'est pas les incertitudes économiques qui va manquer. Il y a possiblement 100 000 emplois au Québec qui seraient en danger à cause de ces tarifs-là. Puis en Ontario aussi, selon Doug Ford, le premier ministre, on serait à pas loin de 500 000 emplois qui pourraient être menacés par ce genre de tarifs-là. Donc, possiblement d'autres pays à travers le monde se disent ça aussi. Puis on regarde ça, puis on se dit, ça se peut que ça soit difficile pour le Bitcoin dans ce type d'environnement, mais ça va être à voir. S'il continue à nous surprendre comme il l'a fait, ben on pourrait être que d'autres. On pourrait être surpris. Absolument. On pourrait être Absolument. surpris. Puis là, t'as amené un peu la situation au Québec qui pourrait être... ça pourrait être inquiétant. Puis ça m'amène, Belge, à notre deuxième sujet aujourd'hui, là. Mhm. Depuis le début de l'année, on a noté 3 indicateurs économiques qui nous feraient dire qu'on aurait des inquiétudes là pour Mhm. le Québec durant la prochaine année. Puis la première chose qui me vient en tête, puis c'est arrivé tout récemment, c'est la situation des loyers au Ok. Québec. Je sais pas Mhm. si tu as vu ça, Belge. Je crois avoir vu ça passer, mais je t'invite à renchérir. Je suis intrigué. Le coût d'un loyer pourrait augmenter. En fait, le tribunal administratif du logement a proposé sa hausse minimum pour un loyer au Québec à quasiment 6%. Puis ça, Oh. Belge, c'est une hausse, c'est la plus grande hausse jamais vue en 30 ans au Québec. Ça pourrait toucher pas mal de monde parce que, tu sais, on sait, c'est 40% de la population au Québec qui est locataire.
Mhm. Fait qu'il y a quasiment la moitié de la population au Québec qui vont voir vraiment leurs dépenses augmenter de mois en mois. Puis quand tu penses à ça, tu sais, un loyer de 1000 pièces au Québec durant mettons, v'là 2 ans, mais aujourd'hui, il serait à au-dessus de 1100 pièces. C'est quasiment un loyer de plus que tu dois payer par année. Ouais, c'est vrai, quand tu extrapoles ça sur l'année, c'est vrai. Ben non, ça fait que tu sais, je pense que c'est vraiment, quand ton environnement coûte plus cher, ben c'est un indicateur. Je pense que le Québec pourrait être dans le trouble, en tout cas, pour Ouais, la prochaine année. définitivement digne d'incertitude, ça c'est sûr. Ouais, absolument. Fait que les loyers augmentent, puis ça m'amène à notre deuxième indicateur belge Mhm. qu'on a noté. Ouais. Euh, la situation des Québécois, des Canadiens, va être de plus en plus serrée à cause de cette hausse de loyer-là. Mais là, il y a une étude qui est sortie qui m'a vraiment étonné. Le stress financier des Canadiens va continuer à s'accentuer, même s'il y a des baisses de taux d'intérêt Mhm. qu'on voit en ce moment, parce que il y a la moitié des Canadiens qui seraient à 200 dollars ou moins belges de plus pouvoir payer leurs factures ou leurs dettes. On parlait des loyers qui ont augmenté tantôt, mais si tu es à 200 dollars de plus pouvoir payer ton loyer, puis tu vois que ton loyer augmente de 100 pièces par mois, pour vrai, il t'en reste plus grand dans les poches Ben non, après. Là. c'est c'est pas une situation désirable du tout, c'est sûr. Ça va être quoi la solution, tu sais, pour pour les gens là, tu sais, qui sont à 200 dollars près, tu sais, as-tu une petite idée de comment ils vont pouvoir s'en sortir? Tu sais, est-ce que ça passe par l'endettement probablement? Tu sais, on sait que les Canadiens, on est un peuple qui est très endetté. On va devoir s'endetter peut-être un petit peu plus, ou sinon, veux pas, faut que tu réduises tes dépenses. Puis, tu sais, un Québécois, un Canadien qui dépense moins, ben c'est pas bon pour l'économie. Ben non, c'est ça. Je pense que t'as touché droit dans le mille, puis je pense que la patch sur le problème, ça va être, le résultat de ça, ça va être de baisser le taux d'intérêt. Tu sais, si l'économie se met à ralentir, puis c'est trop difficile pour la population, ben la Banque centrale va baisser ses taux d'intérêt. Elles vont la voir dans les données économiques que ça va pas bien, puis que le taux de chômage augmente, puis il y a moins de dépenses, il y a moins de consommation au point de vue de la population. Fait que la patch, ça va être les taux d'intérêt, puis les taux d'intérêt plus bas, c'est peut-être célébré par des gens qui disent oh enfin les taux d'intérêt sont plus Hmm. bas, on a enfin un break, mais taux d'intérêt plus bas égale il y a plus d'emprunt qui va se faire parce que le coût de l'emprunt descend. Puis la manière dont notre système est fait, c'est que plus on emprunte, plus de l'argent se crée. C'est comme ça que l'argent se crée dans l'économie. Plus on emprunte, plus il y a des dollars qui se créent. Fait que c'est juste plus d'inflation qu'il y a à s'en venir. Puis on le sait, on l'a un peu vu pendant la COVID, ce qui s'est passé quand les taux ont drastiquement baissé. On a vu une période d'inflation qui a suivi. Fait que c'est peut-être une patch sur le bobo, mais il y a peut-être un problème un peu plus tard qui va finir par nous frapper, malheureusement. Tu sais. Ça, c'est clair. Puis ça me ramène à Larry Fink qui en parlait justement dans son vidéo. Il dit un des plus grands facteurs, c'est que les gens pensent que la période de haute inflation est derrière nous. Fait que la majorité d'entre nous s'attendent pas à une hausse de l'inflation dans le futur, mais lui, Mhm. il pense que c'est un scénario qui est possible, surtout avec toute l'incertitude qui se passe aux États-Unis, puis Ouais. la montée de l'inflation qui pourrait avoir lieu. Puis de là, l'importance de se protéger avec des actifs comme le Bitcoin, comme l'or ou comme l'immobilier, qui sont justement des aimants à inflation, tu sais, ça s'en va là, tu sais, l'argent, une fois qu'il y en a plus dans le marché. Ouais, exactement. C'est pas rare de revoir un regain d'inflation après un spike ou après une pointe d'inflation qu'on a vécu. Donc ça va être intéressant à suivre. Là, tu sais, on va voir ce qui va se passer, mais surtout que si on a une économie qui ralentit, puis on doit rabaisser le taux d'intérêt pour venir patcher ça, ben on peut pas écarter l'inflation de la table. Ça a toujours marché comme ça, là, Mhm. l'économie. Donc
On a vu c'est quoi les conséquences de l'inflation depuis 5 ans. On sait comment ça peut faire mal, comment ça peut rendre la vie plus difficile. On le voit en ce moment encore. On le voit en ce moment encore. On en paie les conséquences. Donc, ça va être un élément à suivre. Et si ça peut inciter les gens à questionner le système monétaire un peu plus et de regarder les alternatives, ben ça sera ça. Ça nous amène à notre troisième indicateur, comme quoi le Québec pourrait voir sa situation un peu ralentir. C'est la situation de l'emploi. La fermeture de plusieurs entrepôts d'Amazon, puis beaucoup d'emplois reliés à Amazon au Québec. Là, c'est sorti dernièrement, là, mais il y en a presque 1500 de plus qui vont perdre leur emploi. Fait que ça nous amène à 3500 pertes d'emploi belges au Québec pour Amazon. C'est big. C'est big. Ça, une grosse compagnie peut, comme ça. Ouais, ça peut, pour vrai, provoquer un ralentissement. Tu sais, on voit vraiment qu'on n'est plus dans une situation de pénurie de main-d'œuvre. Les entreprises, je pense qu'ils peuvent se permettre un peu ça. Je sais qu'il y avait une question de syndicat aussi là-dedans, mais clairement, on n'est plus en pénurie de main-d'œuvre au Québec. Non, je pense que ça va être confirmé, je pense, de plus en plus là, avec les mois qui vont s'en venir, ou peut-être cette année. Là, la Banque du Canada baisse pas ses taux d'intérêt depuis quelques mois pour rien. Là, c'est parce qu'elle prévoit un certain ralentissement, puis elle veut maintenir une certaine croissance. Fait que c'est sûr que c'est pas une nouvelle qui est liée à la situation économique en tant que telle, comme tu as dit avec le syndicat. Mais c'est toujours c'est pas anecdotique de voir un grand titre de journaux qui parle de perte d'emploi, je pense, au stade où est-ce qu'on est dans l'économie en ce moment. T'sais. Mm-hmm. Ah, c'est clair. Tu sais, si je peux résumer un peu le podcast aujourd'hui, là, tu sais, on a la situation au Québec, on a parlé de nos indicateurs qui pourraient être inquiétants pour vrai pour la population. Tu sais, quand tu es à 200$ depuis payer tes factures ou tes dettes, là, tu vois, ton loyer va augmenter. Puis, tu sais, là, avec la situation de l'emploi, tu sais, tu vois un peu les gens qui commencent à perdre leur emploi. Ben, tu sais, avec ce qu'on a vu de Larry Fink, puis que lui, il suggère justement d'avoir un certain pourcentage de ses avoirs en Bitcoin, justement pour se protéger des situations économiques, un peu se protéger de l'incertitude qu'il pourrait avoir. Je pense que ça pourrait être une bonne option pour les Québécois de se protéger là, face aux futurs coûts de la vie qui pourraient avoir lieu cette année. Absolument, puis on parle d'une allocation de 2 à 5%. Là. Non, c'est ça. Pas c'est pas Larry Fink ne dit pas mets 10 000 $ là-dedans puis check bien dans 2 mois on va avoir doublé ton cash. Là. On parle d'une allocation stratégique de 2 à 5% dans ta stratégie d'allocation de capital. Donc on est dans quelque chose qui est raisonnable et dans quelque chose qui s'apparente à être réaliste aussi avec les exemples qu'on a eu dans le passé. Ouais. Fait que là-dessus, Belge, c'était bien le fun encore une fois. Un bon podcast. Si les gens veulent laisser un commentaire, n'hésitez pas. Oui, questions dans les commentaires, on aime ça y répondre, on aime ça les lire. Puis c'est des suggestions de vidéos aussi, des sujets que vous voulez qu'on traite. Vous l'écrivez, puis on va considérer ça très certainement. Absolument. Belge, à la semaine prochaine. La semaine prochaine, mon Sam.